Bonjour à tous, on est très heureux d'être là, tous ensemble, rassemblés pour l'ANARF en e-congrès. Comme vous le savez, on est très nombreux aujourd'hui, on a passé la barre des 300-400 connexions, donc on est très contents. Ce congrès fonctionne par des sessions académiques et des sessions en e-Sympo, et où on a la chance d'avoir un e-Sympo organisé par Biocare, Stago Biocare. Sur l'hémostase délocalisée, en particulier chez le cérébro-lésé. On a 3 orateurs exceptionnels qui vont pouvoir nous faire des topos vraiment spécifiques sur cette thématique, avec d'abord Corinne Frère, hémostasienne, donc on a justement l'avantage d'avoir des multi-aspects. Ensuite, on a le docteur Garrick qui vient de Lille, qui va nous parler en particulier des tests viscoélastiques dans le cadre du trauma. Et puis le docteur Dreer qui va nous parler d'une expérience de mise en place en neurochirurgie des tests viscoélastiques. Donc on va commencer par le topo de Corinne. Corinne, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux d'être tous ensemble et on t'écoute pour ton premier topo. Merci Vincent et merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce symposium. Donc l'objectif de mon topo, ça va être de démontrer l'intérêt des tests viscoélastiques et également leurs limites. Voici mes liens d'intérêt. Alors la biologie délocalisée en hémostase, elle ne se limite pas aux tests viscoélastiques. Il y a d'autres outils que vous connaissez, comme l'ACT, qui existe depuis très longtemps, qui est principalement utilisé pour monitorer les chirurgies ou les procédures sous héparine. Il existe également des tests évaluant la fonction plaquettaire qui sont principalement dédiés au monitoring des antiplaquettaires, c'est-à-dire qu'ils ne monitorent pas vraiment la fonction plaquettaire, mais ces tests visent essentiellement à voir si le patient est bon ou mauvais répondeur à un anti-agrégant plaquettaire. Et nous allons nous focaliser aujourd'hui sur les tests viscoélastiques. Alors, premier point, la biologie délocalisée, son intérêt, elle est en premier lieu dans le délai de rendu des résultats. Il est démontré depuis très longtemps. Ici, c'est une étude qui a été réalisée il y a une dizaine d'années par Pierre Toulmont en multicentrique, que lorsqu'on fait de la biologie délocalisée, on a un rendu de résultat qui est de l'ordre de 5 à 15 minutes, voire 30 minutes pour certains tests viscoélastiques, alors que quand on passe par le laboratoire central, eh bien, au mieux, on a un délai de rendu de résultat qui est d'1 heure, voire 90 minutes, et c'est très dépendant de la taille des centres. Sur de gros centres comme celui où je travaille, on a une plateforme qui est censée être à réponse rapide, mais en réalité, on a quand même un délai de rendu des résultats qui atteint parfois 2 heures, 2h30, parce qu'on est surchargé, on est dépendant d'un système de convoyeur automatique qui techniquement tombe en panne parfois, donc parfois on rend les résultats très tard. Alors on va se focaliser sur les tests viscoélastiques. Ici, c'est une diapositive que j'ai empruntée à ma collègue de Nantes, Élodie Boissier, que je remercie, qui vous montre qu'il y a vraiment un regain d'intérêt pour ces tests viscoélastiques qui ont été développés dans les années 60. Et vous voyez ici le nombre de publications qui accroît de façon exponentielle, surtout au cours des dernières années, dans tous les domaines où les tests viscoélastiques peuvent être utiles. Alors, qu'apportent ces tests viscoélastiques ? Ces tests viscoélastiques, vous le savez, ils sont réalisés en sang total, contrairement aux tests que l'on réalise au laboratoire central d'hémostase, qui sont réalisés sur du plasma. Ils vont étudier les 2 voies de la coagulation, la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. On utilise dans ces tests viscoélastiques les mêmes activateurs qu'au laboratoire, c'est-à-dire qu'on va activer soit la voie extrinsèque, soit la voie intrinsèque, soit les deux. La différence avec les tests qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on a une évaluation dynamique de la coagulation, puisqu'on va mesurer la formation du caillot au cours du temps. Donc on va évaluer toutes les phases de la coagulation, on va mesurer l'initiation de la formation du caillot, qui correspond au début de la génération de la thrombine. On va étudier la phase de polymérisation de la fibrine et de stabilisation du caillot, que l'on n'étudie pas du tout avec les tests standards d'hémostase qui sont réalisés au laboratoire central. Et on va également pouvoir avoir une vision de ce qui se passe au niveau de la fibrinolyse. Encore une fois, on n'a pas cette vision de la fibrinolyse avec les tests standards du laboratoire où on étudie uniquement la phase initiale de la coagulation. Donc on est sur des tests avec le TCA et le TP qui durent quelques secondes, alors que là, on va mesurer de façon dynamique la coagulation pendant 15 à 30 minutes. On est en sang total, donc ces tests ils vont intégrer la contribution
à la fois des protéines plasmatiques, mais aussi des éléments figurés du sang, et en particulier des plaquettes et des globules rouges. Donc on va pouvoir évaluer à la fois une hypocoagulabilité, donc on va rechercher une tendance à l'hémorragie, ou une hypercoagulabilité. Donc vous voyez que ces tests ils vont donner des informations qui sont complémentaires versus les tests standards de laboratoire. Il y a des informations qui sont redondantes mais données de façon plus rapide, et puis il y a des informations complémentaires. Alors, quels sont les automates qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché? Il y en a 3, le TEG 6S, le Rotem Sigma et le Cantra, qui est le dernier né, en fait, qui est le plus récemment, qui a été commercialisé en 2020, je pense, ou 2019, donc c'est vraiment le plus récent. Et ces automates, ils ont beaucoup évolué au cours des dernières années, puisque vous voyez que ces 3 automates fonctionnent avec des cartouches à usage unique. Donc il y a vraiment beaucoup moins de manipulation que ce qu'il y avait dans les années précédentes. C'est vraiment facile à utiliser. Et ces cartouches possèdent 4 canaux, et on va mesurer des paramètres qui sont différents d'un automate à l'autre. On va voir quels sont les paramètres qui se ressemblent et quelles sont les différences. Et on va avoir, avec ces 4 canaux, jusqu'à 20 paramètres à interpréter. Il y a des paramètres qui sont mesurés et d'autres qui sont calculés. Alors, quelques mots sur le Cantra, qui est un petit peu différent, puisqu'avec les autres automates, ce qu'on va mesurer, c'est une résistance mécanique qui correspond à la formation du caillot fibrinoplaquettaire. Avec le Cantra, on ne mesure pas la formation du caillot de façon mécanique, mais on utilise des ultrasons. C'est un peu le principe Doppler, en fait. On va envoyer des ondes sur le caillot en cours de formation, et la répercussion des ondes va être proportionnelle à la rigidité du caillot. Alors il y a certains avantages, c'est qu'on est très sensible aux petits caillots, on est insensible aux vibrations. Donc même si vous êtes dans une pièce où vous avez par exemple un autre appareil qui émet des vibrations, on va être insensible à ces vibrations, alors que les autres automates vont être sensibles puisque c'est de la résistance mécanique. Il y a une excellente précision, et il a été démontré que les paramètres étaient bien corrélés avec les tests standards de laboratoire. Il fonctionne, cet automate, avec des cartouches à usage unique qui sont hermétiques. Vous voyez sur votre droite une photographie de ces cartouches, donc c'est très facile, on va voir comment on manipule ça. Le tube, il n'y a aucune manipulation puisqu'on va insérer directement le tube dans la cartouche. C'est très facile, la manipulation dure moins de 60 secondes. Les cartouches sont stables à température ambiante, donc vous n'avez pas besoin de les conserver au frigo. Il n'y a pas de pièces détachées à utiliser. Et il y a 2 cartouches disponibles sur le marché, une cartouche qui va mesurer des paramètres standards et une cartouche qui est dédiée à l'étude de la fibrinolyse. Et les résultats sont disponibles très rapidement, en à peu près 15 minutes. Donc 3 étapes, on prélève le patient sur un tube standard de coagulation, un tube citrate. On va avoir une petite douchette qui vous permet de scanner l'identité de la cartouche et de l'échantillon. On insère la cartouche dans l'automate, on percute le tube et on va lancer le test. Et vous voyez que le mode d'expression des résultats est un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir avec les autres tests viscoélastiques. Les résultats sont exprimés sous forme de cadran, et c'est très facile à interpréter puisque vous avez en vert une zone qui correspond aux valeurs normales, et puis si votre curseur est au-delà de cette zone verte, c'est que le test, par exemple, le temps de coagulation va être allongé, et si c'est en dessous, ça va être diminué. Donc on a plusieurs paramètres, on va revenir sur ces paramètres que vous pouvez interpréter. Alors ça, c'est le mode d'interprétation standard, mais on a également à disposition des courbes qui vont vous permettre de faire une interprétation un petit peu plus fine. Alors à quoi correspondent ces paramètres? Et donc je vous ai mis en parallèle les paramètres du TEG, du Rotem, du Cantra, puisqu'ils sont relativement proches, même s'ils ne sont pas tout à fait équivalents, et puis les tests standards de laboratoire. Donc on a comme équivalent du TCA, qui est le test que vous connaissez, qui vous permet d'explorer la voie endogène de la coagulation et la présence d'héparine, ou le degré d'anticoagulation des patients. Sur le TEG, on a un paramètre qui s'appelle le CKR, sur le Rotem, un paramètre qui s'appelle le CT-INTEM, et sur le Cantra, un CT. C'est tout simplement un temps de coagulation. On ajoute dans les 4 cas, un activateur de la voie endogène de la coagulation, et on mesure le temps de formation, de début de formation du caillot. Donc c'est
4 paramètres, ils vont vous permettre de dépister un déficit en facteur de la coagulation ou la présence d'héparine. Ce qui diffère, c'est le mode d'expression des résultats. On a un deuxième paramètre qui est la même chose, mais réalisé en présence d'héparinase. Alors, on n'a pas d'équivalent au laboratoire central, mais ça correspond à peu près à l'activité anti-DISA, qui est la mesure spécifique de l'activité anti-DISA de l'héparine, par exemple, ou des héparines de bas poids moléculaire. Là, on va ajouter un inhibiteur de l'héparine, quelque chose qui neutralise l'héparine, et on va remesurer le même temps de coagulation. Et donc, si vous faites le ratio entre les deux, si le temps se raccourcit, c'est que l'allongement du temps de coagulation était dû à la présence d'héparine. Donc, ce deuxième paramètre, il sert essentiellement à évaluer la présence d'héparine ou la neutralisation de l'héparine par du sulfate de protéine. On a un paramètre qui est disponible sur les tests viscoélastiques qui n'a pas d'équivalent au laboratoire central, qui est l'étude de la fermeté du caillot. Donc là encore, sur les 3 automates, on a un paramètre qui correspond à l'étude de la fermeté du caillot. Et ce paramètre, il est intéressant parce qu'il va permettre à la fois de dépister une hypofibrinogénémie ou un problème de fibrinogène, mais il va également permettre d'évaluer la contribution des plaquettes. Et on va revenir dans quelques secondes sur la contribution des plaquettes, parce qu'on a des paramètres spécifiques aussi qui sont disponibles sur ces automates. Et donc, sur le ROTEM et le TEC6, ce paramètre il est exprimé sous forme calcite, il correspond à l'amplitude du caillot. Encore une fois, sur le contraste, c'est un mode d'expression un peu différent, puisqu'il est exprimé sous forme de cadran, avec les valeurs normales toujours en vert. Il y a un paramètre qui correspond à ce qu'on fait aussi au laboratoire central, qui est le dosage du fibrinogène fonctionnel. Donc là, on va mesurer en présence de facteurs tissulaires, qui est l'initiateur de la coagulation, et d'un inhibiteur plaquettaire. Donc on inhibe les plaquettes. Donc la formation du caillot que l'on voit n'est due qu'à la présence de l'activation de la cascade de la coagulation et la formation de fibrine. Donc c'est indépendant des plaquettes. Donc c'est un très bon reflet du fibrinogène. Là encore, on a un mode d'expression qui est différent sur le Cantra, qui est plus simple et qui est intéressant parce que les valeurs que l'on obtient, qui sont exprimées en hectopascal, sont assez proches en fait des valeurs du fibrinogène en grammes par litre qui sont rendues par le laboratoire. Donc là, ça vous permet d'évaluer une hypofibrinogénémie ou un problème de fibrinogène fonctionnel, non fonctionnel, et donc ça va pouvoir, dans certains cas, guider la nécessité d'administrer du fibrinogène aux patients. Et enfin, on a un paramètre qui évalue la contribution des plaquettes à la formation du caillot. Alors, c'est un paramètre en fait qui est un paramètre de soustraction, puisque en fait ce que l'on fait, c'est que on a mesuré la fermeté du caillot, on a mesuré la contribution du fibrinogène en inhibant les plaquettes. La différence entre les deux, ça correspond à la contribution des plaquettes. Alors ce paramètre, il faut savoir l'interpréter avec un certain nombre de nuances, parce qu'il est à la fois dépendant de la numération plaquettaire et probablement de la fonction plaquettaire, mais il ne correspond pas strictement à ce qui est évalué au laboratoire quand on étudie des fonctions plaquettaires avec l'agrégation plaquettaire, par exemple. On va voir qu'il y a une faible corrélation. Donc les avantages de ces tests, vous l'avez vu, c'est la rapidité de rendu des résultats, le fait qu'on peut le réaliser au lit du malade, que c'est réalisé en sang total, donc il y a un certain nombre de choses qui reflètent mieux la physiologie probablement que ce qui est réalisé au laboratoire central. On a besoin de petits volumes, donc c'est réalisable en pédiatrie par exemple. Le résultat est rapide. Et les inconvénients, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas strictement corrélé aussi aux informations qui sont apportées par les tests du laboratoire central, qu'on est insensible à un déficit en facteur Witbrand, par exemple, et à certains anticoagulants, en particulier les AOD, les héparines de bas poids moléculaire. En ce qui concerne la contribution des plaquettes, ici une étude qui a été publiée en 2019 qui a comparé un test de fonction plaquettaire réalisé au laboratoire central avec les résultats fournis par le ROTEM et le Cantra, et vous voyez qu'on a une corrélation avec la numération plaquettaire et la fonction plaquettaire étudiée par les tests conventionnels
qui est relativement faible, puisqu'on on a un coefficient de corrélation qui est compris entre 0,50 et 0,16 pour certains paramètres, donc c'est relativement faible, donc on ne mesure pas tout à fait la même chose. Et vous voyez que quand on regarde la contribution des plaquettes à ces paramètres qui évaluent la fonction plaquenaire, finalement, on est de l'ordre de 50% que l'on n'explique pas. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on mesure. Juste un petit mot pour vous dire qu'il y a des exigences réglementaires concernant la réalisation de ces tests. En fait, on est soumis au niveau du laboratoire aux mêmes exigences réglementaires pour ces tests délocalisés que pour les tests standards. Donc, on doit obéir à une norme. Donc, vraiment, lorsque vous utilisez ces tests viscoélastiques, il faut le faire vraiment en collaboration avec vos biologistes et en particulier avec vos biologistes du secteur d'hémostase, parce qu'on doit respecter certaines exigences réglementaires. Donc on est soumis à une norme qui s'appelle la norme ISO 22870. Donc pour conclure, donc, les gros avantages de ce test, mais ça vous savez très bien, c'est le délai de rendu des résultats, le fait qu'on peut faire ce test au lit du patient, alors que le laboratoire, malheureusement, même quand on est de très bonne volonté, on va avoir un délai de rendu des résultats qui, dans la plupart des cas, est supérieur à 1 heure. Ils vont vous permettre de détecter un déficient facteur de la coagulation, la présence d'héparine, une hypofibrinergémie, la contribution des plaquettes à la fermeté du caillou. Il faut rester prudent puisque vous voyez, on connaît encore très mal l'interprétation des paramètres qui reflètent la fonction et la numération plaquettaire. Et si l'on utilise les cartouches dédiées, on va pouvoir également détecter une hyperfibrinolyse. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est un topo qui nous permet justement de remettre les bases de l'hémostase, de revoir un peu justement les différents outils. Je pense que c'est important de pouvoir justement faire ce premier plateau et tableau avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire en fait une application clinique. Donc on a décidé pour ce sympo d'enchaîner les topos pour que ce soit en fait en direct. On a réussi à raconter une histoire tous ensemble et on fera donc les questions-réponses en collectif. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, j'en ai déjà quelques-unes qui arrivent, mais n'hésitez pas pour qu'on puisse alimenter donc, ce sympo de manière interactive avec vous. Donc on va pouvoir enchaîner donc, avec le topo de Delphine sur la mise en place du test viscoélastique dans la gestion du trauma et l'état de l'art en particulier chez les patients traumatisés. Merci beaucoup Delphine, à toi. Merci à vous de m'avoir invité, je suis très contente d'être là. Alors contrairement à vous, je ne suis pas une hyper spécialiste du cerveau, je travaille au CHU de Lille dans une structure d'urgence où par contre j'accueille beaucoup de traumatisés et on a des lits de soins intensifs qui permettent de garder les patients environ 24 heures avant qu'ils puissent monter en réanimation neurochirurgicale. Alors je suis chargée de faire l'état de l'art, la bibliographie elle est riche, très riche, Corinne l'a montré sur ces tests viscoélastiques et encore plus sur le trauma. Un petit peu moins sur le cerveau et je connais un petit peu l'hémostase. J'ai la chance de faire partie du groupe d'intérêt de l'hémostase périopératoire. Alors effectivement, quand je parle d'hémostase, j'ai forcément des conflits d'intérêts. Alors, quand on regarde les recommandations européennes sur la prise en charge du traumatisé grave, est-ce que ces techniques viscoélastiques sont recommandées? Eh bien oui. Elles sont recommandées notamment pour le monitorage et le diagnostic de la coagulopathie. Et il est dit qu'on peut avoir un aspect un petit peu pronostic. Il est recommandé pour faire le monitorage des fonctions plaquettaires. Et il est recommandé aussi, pour faire la thérapeutique. Alors, soit deux types de thérapeutique, on peut se guider vraiment avec ces textes viscoélastiques ou les textes plus conventionnels au laboratoire. Il est recommandé quand même avec un grade assez fort, 1C, qu'on peut transfuser des plasmas sur les résultats de tests viscoélastiques. La même chose pour les concentrés de facteurs ou du fibrinogène et pour la supplémentation de fibrinogène. Donc on voit qu'il y a quand même 6 recommandations dans ces recommandations européennes sur la prise en charge du traumatisé grave et du choc hémorragique qui incluent déjà les tests viscoélastiques et ce c'était en 2019. Alors la coagulation et la coagulopathie du traumatisé cérébral, elle est compliquée. Il y a évidemment en premier le traumatisme qui va entraîner des lésions directes du tissu, les lésions du vaisseau, les ruptures de la barrière hémato-encéphalique, et ça va entraîner des lésions hémorragiques directes. Ensuite,
on va avoir, dès qu'il y a une agression des vaisseaux, on en a parlé tout à l'heure, une réponse pour faire coaguler et boucher les lésions au niveau de ces vaisseaux, donc une libération au niveau du sous-endothélium du facteur tissulaire. Ce facteur tissulaire, il va activer, tu l'as dit, la voie extrinsèque, puis la voie intrinsèque. Il va y avoir formation de thrombine, activer en parallèle l'hémostase primaire et une activation plaquettaire, tout ça pour aboutir à dégradation de fibrinogène en fibrine et la constitution d'un caillot. Ce caillot ayant pour fonction de bloquer, de boucher la lésion vasculaire. Alors le cerveau est connu pour avoir une grande quantité de facteurs tissulaires et comme mécanisme de dyscoagulation, il peut y avoir un excès de ce facteur tissulaire qui va entraîner des hypercoagulations, des dépôts de fibrine, des microthromboses et sont décrits des ischémies tissulaires et des ischémies cérébrales par hyperactivation. Mais dès qu'on a activation de la coagulation, on a en même temps une activation de la fibrinolyse, de la dégradation de ce caillot. Donc pareil, de l'endothélium va être libéré l'activateur du plasminogène, le TPA, très très rapidement dans les premières minutes, puis dans les heures qui suivent de l'urokinase plasminogène, qui ont pour but, eux, de dégrader le caillot, donc de faire la lyse. Et aussi, on le verra, là, c'est physiologique comme réaction. On peut avoir une coagulopathie avec un excès de cette fibrinolyse. On en reparlera dans quelques secondes. Et puis là, on rentre dans la coagulopathie, plus avec activation et trouble de cette surface de l'endothélium, du glycocalix, qui va entraîner une hyperméabilité vasculaire. Vous connaissez ça très bien en réanimation chirurgicale, avec ça favorise l'œdème cérébral. Tous les mécanismes inflammatoires qui vont se surajouter avec un dysfonctionnement plaquettaire, ce fameux effet Shine qu'on peut voir apparaître dans les 24 premières heures avec une activation de cette hypercoagulation et des dépôts de plaquettes, agrégation plaquettaire qui peut favoriser aussi l'ischémie tissulaire ou à l'inverse, par dysrégulation plaquettaire, ce qu'on a appelé longtemps l'épuisement plaquettaire, où effectivement, quand on a un traumatisme, d'autant plus qu'il est crânien, c'est très décrit dans le crâne, d'autant plus que le malade se rend transfusé, d'autant plus qu'il est polytraumatisé, on va avoir une inactivation, une incapacité des plaquettes à s'activer. Et on sait qu'il va y avoir un gonflement de ces plaquettes, une ballonisation de ces plaquettes et une libération de microparticules qui vont même rendre nos transfusions plaquettaires inefficaces. Et tout ça peut avoir un effet de favoriser une anticoagulation ou une hypocoagulation endogène. Et puis ensuite, il y a toutes les lésions associées qui peuvent être dues, on en a parlé, l'ischémie cérébrale, l'hypoperfusion, et puis dans le cas d'un traumatisme multiple, un choc hémorragique avec un bas débit, une hypotension, où là, il va y avoir activation des facteurs de la coagulation, consommation des facteurs de la coagulation, perte des facteurs de la coagulation, et il peut y avoir, et là on rentre dans la coagulopathie, par altération du glycocalix, on va avoir des glycoprotéines qui sont fixées à l'intérieur, qui vont se libérer, on va avoir un haut taux de syndécan, et sur ce syndécan, c'est fixé de l'héparane sulfate, c'est des héparines endogènes qui elles-mêmes vont avoir un rôle d'anticoagulation circulante qui, là aussi, aggrave l'état d'hémostase du patient. Et puis, il y a activation de cette protéine C. Cette protéine C, elle a un rôle aussi anticoagulant parce qu'elle va inhiber les facteurs 8 et les facteurs 5, mais surtout, il est décrit qu'elle va inhiber les inhibiteurs, le PAI1 et l'alpha-2-antiplasmine du TPA. Et du coup, ce TPA va agir tout de suite et favoriser cette fibrinolyse majeure. Et c'est pour ça vous connaissez mieux que moi, l'apparition dans les premières heures de ces lésions hémorragiques qui peuvent être contiguës à la lésion initiale ou même à distance par ces défauts de coagulation. Et puis, il y a après toute la partie, une autre partie, la partie thérapeutique, les antécédents du patient qui peuvent bien sûr, s'il est sous anticoagulant ou antiplaquettaire, aggraver cet état d'anticoagulation. Et puis, un autre remplissage, l'hypothermie, la dilution qui peuvent favoriser.
Alors voilà, effectivement, on comprend qu'il y a vraiment deux mécanismes qui vont s'opposer, qui interagissent. Un mécanisme physiologique qui va avoir tendance à faire coaguler, puis à dégrader le caillot et favoriser la fibrinolyse. Et quand on est dans la coagulopathie, des états d'hyper-activation de cette coagulation qui va entraîner des lésions ischémiques, et à l'inverse, d'hypo ou d'anticoagulation ou d'hyperfibrinolyse qui va favoriser les lésions hémorragiques. Alors dans le cerveau, qu'est-ce qui est décrit et puis surtout, on s'est rendu compte, on a parlé beaucoup de Lise tout à l'heure aussi avec Corinne, et puis dans cette étude ProPPR que vous connaissez, beaucoup de patients, ils en sortent à peu près 550 patients traumatisés graves qui ont eu dès l'admission un thromboélastogramme qui a été fait avec un dosage des plasmines-antiplasmines qui sont, comme les dédimères, un témoin de cette fibrinolyse. Alors quand on regarde, étonnamment, on parle beaucoup de fibrinolyse, mais plus de 60% des patients avaient ce qu'on appelle une fibrinolyse shutdown, encore plus basse que quelqu'un qui réagirait avec une physiologie normale. Et en fait, les gens avec une hyperfibrinolyse étaient en minorité. Et par contre, quand on regarde les témoins de cette lyse biologique, qui ont une durée de vie de plusieurs heures, les plasmines-antiplasmines, on s'aperçoit que, contrairement à ce que nous dit le TEG, mais en fait, ces plasmines-antiplasmines, elles sont souvent assez élevées, témoins d'une fibrinolyse, en tout cas, passée. Quand on regarde les décès, et là ils ont isolé les traumatismes crâniens, les patients qui sont morts de traumatisme crânien, on se rend compte que la plupart de ces patients avaient ce qu'on appelle un état de shutdown, avec effectivement un état d'hypofibrinolyse à l'arrivée, alors que pourtant les mêmes, toujours en bleu, avaient une grande majorité d'élévation de la plasmine antiplasmine, donc témoin qu'à un moment donné, il y avait quand même une fibrinolyse qui s'était passée. Et puis si on regarde les décès par hémorragie, même ceux qui avaient un TEG bas, un état de shutdown, avaient quasi tous des plasmines-antiplasmines très augmentées. Alors, est-ce que le TEG ne reflète pas bien un état de fibrinolyse ? Est-ce qu'il inclut dedans des dysfonctions plaquettaires ? C'est étudié ensuite. Alors, qu'est-ce qui peut se passer aussi ? On en a parlé tout à l'heure de la physiologie ou de la physiopathologie. On a un traumatisme et puis nos patients, on va le prendre en charge. Il y a la phase très précoce, il va être pris en charge au SMUR. Selon la distance par rapport au déchoc, cette durée elle est variable. Puis ce malade arrive au déchocage, il va parfois au bloc opératoire, puis rapidement transféré en réanimation. Il y a un traumatisme. Dès qu'il y a traumatisme, il y a une activation de la coagulation. S'il y a activation de la coagulation, il y a forcément activation de la fibrinolyse. Donc on va avoir à un instant T une augmentation de cette fibrinolyse. La physiopathologie fait que tous les mécanismes régulateurs d'inhibition de cette fibrinolyse vont se mettre en route pour arriver à une activité fibrinolytique normale ou basse, et normalement en 24 heures, ça rentre dans l'ordre. Mais peut-être, et certaines études le suggèrent, qu'en fait les traumatismes, et c'est probablement le cas dans le cerveau, que ces traumatismes les plus graves, ou en tout cas les traumatismes cérébraux, ont une telle engrenage, une telle activation de la coagulation, c'est que la coagulation et la fibrinolyse vont réagir très très violemment et très très précocement, et que du coup les mécanismes probablement physiologiques ou pathologiques, c'est là où on a la guerre entre les États-Unis et l'Europe, va entraîner une réponse très très rapide vers un état de shutdown, qui normalement est décrit comme étant physiologique dans certaines études, sauf s'il persiste au-delà de la 24e heure, où là on parle quasiment d'un état de CIVD-like. On ne doit pas avoir cet état de shutdown persistant. Et puis après, classiquement, on a ces malades qui ont une hyperfibrinolyse avec des états au TEG d'hyperfibrinolyse, avec des dédimères et des plasmines-antiplasmines extrêmement élevés. Et puis ces très très rares malades qui ont effectivement un shutdown avec des dosages de plasmines-antiplasmines ou de dédimères très bas. Et ces malades sont extrêmement rares. Alors pendant très longtemps, on a dit que les traumatismes crâniens, et c'est encore pas tranché, sont plutôt des malades qui n'ont pas ou grosse fibrinolyse, plutôt un état de fibrinolyse basse avec une dysfonction plaquettaire. Et cette étude assez récente, qui est assez intéressante, qui inclut 572 patients, tous traumatisés, ils vont tous avoir une thromboélastographie dans la première heure de l'arrivée, et ils font 3 groupes. Un groupe de patients avec un traumatisme crânien grave,
qui est défini par un Glasgow inférieur à 9 et un score AIS au moins égal à 3. Et des lésions associées, mais s'il y en a, il faut qu'elles ne soient pas trop importantes. Un traumatisme crânien grave avec des lésions graves, et là on est dans le polytraumatisé, ou des patients traumatisés graves sans traumatisme crânien. Et quand tu compares les résultats de l'hémostase, soit par les techniques conventionnelles, soit par, là aussi, la thromboélastographie, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de différence, en tout cas de la fibrinolyse, entre les patients qui ont un traumatisme crânien et les patients qui n'ont pas de traumatisme crânien. Ressort que c'est vraiment la coagulation, on en parlait, très précoce, hein, le délai de fabrication du caillot et la rapidité avec l'angle alpha de constitution du caillot qui diffère entre le groupe traumatisme crânien et pas traumatisme crânien, et qu'il n'y a pas de différence de fibrinolyse dans cette étude. Il y a un niveau de fibrinogène qui est un petit peu plus bas. Alors, si je prends le problème à l'ovaire, et je ne fais pas là le débat, hein, d'autres en ont parlé, et on va en reparler, est-ce qu'il faut oui ou non faire de l'acide tranexamique sur les traumatismes crâniens? Mais cette étude qui est très intéressante, il y a plus de 600 patients, 200 patients vont recevoir un placebo, 229 vont recevoir 1 gramme d'acide tranexamique en bolus, puis 1 gramme en SAP, et un autre tiers va recevoir un bolus de 2 grammes sans SAP. Et puis, les patients vont avoir un TEG dès l'arrivée au déchocage pour les 3 groupes, puis 6 heures après, en fonction des groupes. Donc en noir, vous avez les placebos, en rouge, ils ont eu un bolus puis une SAP, et en bleu, ils ont eu 2 grammes de bolus. Et quel que soit le temps, ou à l'admission, ou à 6 heures, on n'observe aucune différence entre les résultats de la thromboélastographie. Par contre, quand on regarde les témoins de cette fibrinolyse, là exprimée soit avec des dédimères, soit avec des plasmines, antiplasmines, on s'aperçoit que le fait d'avoir eu soit un bolus d'1 gramme et une SAP, soit un bolus de 2 grammes, entraîne une diminution à la 6e heure et un petit peu dès l'admission avec l'injection préhospitalière, qui témoigne qu'il y a eu une fibrinolyse, que l'acide tranexamique permet de diminuer cette fibrinolyse, alors qu'il n'y a aucun effet sur le thromboélastogramme. Alors, est-ce que le thromboélastogramme est un mauvais outil pour diagnostiquer la fibrinolyse, ou est-ce qu'effectivement, en fonction du temps où on va doser, on sait qu'on voit l'hémostase à un temps T, tandis que les dédimères et les plasmines ont une durée de vie beaucoup plus longue. Une autre hypothèse, et ça très défendue par les Européens, c'est la fibrinolyse locale. Et comme elle serait locale, elle serait moins bien diagnostiquée par les techniques de thromboélastographie et de thromboélastométrie, et une fibrinolyse via la protéine S100A. Cette protéine, elle est fixée à l'endothélium, hein, c'est un récepteur endothélial du plasminogène et du TPA. Et alors là, il va me manquer une diapo. Et dans cette population où effectivement, hein, on voit que là aussi, il y a des patients qui sont shut-down, là aussi, il y a des patients qui ont une hyperfibrinolyse. Les traumatismes crâniens sont principalement représentés par cette population qui, quand on regarde la lyse, a un shutdown. Pourtant, ils ont des dédimères très élevés et des plasmines, antiplasmines très élevés. Et cette population de traumatisme crânien a une mortalité 7 fois supérieure. Et c'est vrai qu'on dans la diapo que j'aurais dû rajouter, on voit très bien que plus la protéine S100 est élevée, plus les plasmines, antiplasmines, donc il y a un réel lien entre l'importance de la fibrinolyse et les taux de cette protéine S100, et que ce n'est que pour des taux extrêmement élevés de protéine S100A que les techniques de ROTEM ou de TEG vont être perturbées. Alors probablement, ces techniques voient une fibrinolyse que uniquement quand elle est extrêmement importante. C'est une explication aussi. Alors maintenant, je vais juste dire un mot sur les plaquettes, parce que quelques études récentes qui nous montrent que cette effectivement inhibition plaquettaire très connue chez le traumatisé grave, eh ben, elle est aussi très réelle dans le cas du... Et là, ce n'est pas des traumatisés crâniens, il y a quelques traumatismes crâniens, mais aussi des hémorragies méningées. Ils ont pris 40 patients, il y aura 29 survivants et 11 décédés, excusez-moi pour la ligne d'en dessous. Et on voit très clairement qu'il y a un indice pronostique très net et que les patients qui décéderont ont une inhibition, enfin une incapacité des plaquettes à répondre aux activations des 4 agonistes extrêmement nette.
Alors, ok, bon, on a un indice pronostic, on a un diagnostic peut-être plus rapide. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose chez le traumatisé crânien de guider les thérapeutiques avec ces techniques viscoélastiques? Une seule étude très bien conduite, l'étude de Gonzalez, qui maintenant est un petit peu plus ancienne, en 2016, où ils ont vraiment 2 types de patients, 2 populations. Soit ils vont se guider sur les techniques conventionnelles et les tests conventionnels en laboratoire, soit ils vont se guider sur le TEG. Et dans ce papier, il y a vraiment une différence de mortalité avec une diminution significative de la mortalité lorsqu'on se guide avec la thromboélastographie. Il n'y a pas de diminution de la consommation des produits sanguins labiles, sauf si on regarde les 2 premières heures, où là, il y a une augmentation de la consommation des produits sanguins dans le groupe des tests conventionnels. On aurait pu penser l'inverse, mais c'est une augmentation de la consommation de produits sanguins. Donc, précocement, la technique viscoélastique ont permis une épargne sanguine initiale et en tout cas une diminution de la mortalité à J30. Et puis on a une autre, je sais que Pierre en a parlé, Pierre Bouzat ce matin un petit peu, Itactique, une étude prospective randomisée où il y avait 3 groupes, les patients dont le traitement était guidé par des tests conventionnels, un groupe par le ROTEM et un groupe par le TEG. On espérait qu'il y ait effectivement, sur l'objectif principal qui était la mortalité sans transfusion massive, qu'il y ait une différence avec les techniques viscoélastiques. Malheureusement, dans cette population, on voit qu'on a, sur tous les patients, une mortalité identique avec une transfusion massive identique, avec un test qui n'est pas positif. L'objectif principal n'était pas démontré. Ensuite, on regarde en détail, est-ce que peut-être chez les patients qui avaient une coagulopathie définie par un INR supérieur à 1,2, est-ce que ça avait un intérêt? Est-ce que dans le traumatisme crânien, il y avait moins de mortalité sans transfusion massive? Est-ce que pour les patients qui prenaient des anticoagulants, il y avait un intérêt? Il n'y a aucune de ces populations pour lesquelles il est montré un intérêt de guider ces thérapeutiques par les techniques viscoélastiques. Je suis un petit peu curieuse, donc j'ai été dans les suppléments de Itactique. Et par contre, lorsqu'on regarde la mortalité à J28 sans mettre le critère sans transfusion massive, on voit là que les patients qui présentaient un traumatisme crânien sévère, c'est la seule population pour laquelle il y a une différence significative de mortalité. Alors certes, c'est 73 patients, mais en tout cas, je trouve que c'est assez encourageant de démontrer que dans la particularité du traumatisme crânien, il y a peut-être un intérêt de guider ces thérapeutiques avec les techniques viscoélastiques. Alors Corinne en a parlé tout à l'heure, c'est très facile, le TEG, on met un truc, alors c'est très facile pour les hémobiologistes, est-ce que c'est facile pour les cliniciens? On en reparlera après, mais quand même cette étude, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est la mise en place et le respect par des cliniciens comme moi, en urgence, d'un algorithme guidé par des techniques, là c'était le ROTEM. Ils prennent 4 centres, un en Allemagne et les Espagnes, les Belges n'ont inclus qu'un patient, et en Hongrie, et ils regardent l'adhésion du personnel médical à cet algorithme. Et ils voient qu'il y a une adhésion complète, alors je ne sais pas si on peut dire que c'est bien, probablement c'est encore insuffisant, total pour 20 patients sur les uniquement 32 petites études. Un reçoit des plaquettes alors que l'algorithme disait de ne pas en passer, mais le médecin a craqué parce qu'il y avait une bille anti-agrégation plaquettaire. 5 médecins s'étaient trompés, avaient fait une mauvaise lecture des résultats. Et pour 6, il y avait réellement, ils avaient bien lu les résultats, mais ils n'avaient pas adhéré au protocole. Cette étude nous montre quoi? Que les techniques viscoélastiques, ça rend des résultats plus rapides que les tests conventionnels au laboratoire, mais ça, on le savait, et que s'il y a des thérapeutiques à mettre en place, on arrive à mettre des thérapeutiques en place beaucoup plus rapidement. Donc le diagnostic, il est plus précis, ça on ne sait pas, il est plus rapide en tout cas, c'est sûr. On peut mettre des thérapeutiques plus précoces, et puis le papier conclut que les tests de ROTEM, après la mise en route des thérapeutiques, est corrigé, mais il n'y a aucune notion de l'impact et de la morbidité sur le patient, ni en termes de saignement, ni en termes d'évolution du scanner.
Mais en tout cas, il semble, avec ce papier, assez simple pour des cliniciens pas hyper spécialisés de suivre un algorithme thérapeutique guidé par ces techniques. Alors en conclusion, est-ce qu'il y a un intérêt pour moi, clinicienne, dans un service d'urgence pour ces tests viscoélastiques? Pour le pronostic, je pense qu'on peut tous dire que c'est certain, il y a un réel indice. Et quand il y a des grosses anomalies, on sait qu'il y a un gros risque de mortalité. Pour le diagnostic, ça paraît très probable. C'est beaucoup plus rapide. Ça évalue, tu l'as dit bien, complètement l'hémostase et pas juste la phase initiale de génération de thrombine, mais la qualité du caillot et la destruction de ce caillot. Thérapeutique, est-ce que c'est un intérêt thérapeutique? Là aussi, on peut dire probable. On a des résultats biologiques plus précoces, donc on peut agir plus précocement. On peut voir très rapidement l'effet de notre thérapeutique administrée et le suivi de ce qu'on fait. Et théoriquement, avoir des traitements plus ciblés que de faire un petit peu comme nous, on sait bien faire dans le cadre de traumatisés graves, faire de la transfusion massive, mais peut-être être un petit peu plus délicat et s'adapter mieux aux patients en transfusant plutôt des plaquettes, plutôt des facteurs ou plutôt du fibrinogène. Évidemment, il y a des limites, Corinne en a déjà parlé. Il y a des malades qui ont une hémostase complètement perturbés parce qu'ils sont sous anticoagulants redirects ou sous antiplaquettaires et on ne voit absolument pas ces perturbations avec ces techniques viscoélastiques. On a parlé tout à l'heure de la fibrinolyse. Est-ce que c'est des bonnes techniques, oui ou non, pour voir une fibrinolyse probablement un petit peu insuffisante. Et ensuite, pour guider les traitements, pour l'instant, la bibliographie, il n'y a que l'étude de Gonzalez, c'est probablement beaucoup trop précoce pour dire qu'il y a un bénéfice pour le patient d'utiliser ce traitement pour guider. Ça a probablement un impact sur les courbes, mais je pense que notre but n'est pas du tout de corriger des courbes ou corriger des cadrans, mais bien de corriger un état clinique et d'améliorer le pronostic du patient. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup Delphine, super intervention sur l'état de l'art, je pense qu'on a déjà toutes les bases donc, à la fois de physiopathe et les bases de la littérature, en particulier dans le cadre du trauma. Bon, ce dont on se rend compte, c'est que évidemment les preuves sur la mortalité sont encore évidemment assez faibles. En revanche, un gain probablement de temps et puis une personnalisation du soin qui est quand même, pour le soignant en tout cas, une certaine qualité et puis un confort de travail. Et c'est donc de ça dont on va pouvoir parler avec Mehdi, c'est donc le docteur Dreer, travaille à la Pitié, comment les cliniciens ont pu apprécier la mise en place d'un dispositif d'hémostase délocalisée. Donc on a eu une expérience récente de mise en place et voir les difficultés, au contraire les côtés positifs. Donc merci Mehdi pour ta présentation. Merci à vous d'abord de m'avoir invité. Alors je vais vous présenter aujourd'hui notre petit retour d'expérience avec l'implantation de ce dispositif qui est assez séduisant dans notre service. Alors avant toute chose, il y a bien entendu un conflit d'intérêt avec le laboratoire Stago. Alors, dans notre service, nous avons la chance d'exercer dans plusieurs spécialités. Dans notre bâtiment, à Babensky, on fait de la neurochirurgie, de la neuroradiologie interventionnelle, de l'otorhinolaryngologie, de la chirurgie maxillofaciale ainsi que de l'ophtalmologie. Tout est réparti sur 15 blocs opératoires, sur 2 sites, avec 2 salles de réveil, 25 lits de réa au-dessus. Sur une année, ça représente approximativement 10 000 anesthésies, dont 9 500 passages en salle de réveil, avec 800 urgences approximativement, dont 150 thrombectomies. Ça fait pas mal de monde. Si on regarde sur l'année par exemple 2020, il y a eu un chiffre énorme en termes de transfusion. Environ 1015 produits transfusés, dont 584 culoglobulaires, 306 PFC, 125 culoplaquettaires, avec des coûts assez exorbitants. Sachez qu'un culoglobulaire coûte environ 200 €. Pour le PFC, fonction du volume injecté, va de 75 à 105 €. Pour les plaquettes, sachez que c'est fonction de la teneur en plaquettes, ça peut passer de 250 à 350 €. Ma diapo a été corrigée, j'ai oublié de rajouter par exemple le coût concernant le PPSB et le fibrinogène. Le PPSB ne coûte pas très cher pour les 1000 unités, c'est environ 180 €. Pour les 500 unités, c'est 90 €. Mais pour le Clotafact, par exemple, 3 grammes, c'est 680 €. Sur l'année 2020, on a transfusé environ 20 000 € de produits sanguins labiles. Si on fait la somme avec les produits sanguins, ça fait approximativement 200 000 € de transfusion sur une année. C'est dire que le coût économique est très important. La question qui se pose, du coup, ces produits sanguins étaient-ils transfusés quand il fallait? Y a-t-il eu un suivi de cette transfusion? Mais bon, on le verra par la suite. C'est donc l'intérêt de la question est très important.
Le monitorage de l'hémostase au lit du patient en point of care est très utile. Ça permet de diagnostiquer, de suivre et de cibler le traitement de la coagulopathie. Plusieurs documents, comme on l'a vu avec mes pré-co-auteurs, la coagulopathie existe dans le traumatisé crânien, mais surtout dans le polytraumatisé. Elle augmente la morbimortalité à 30 jours. D'où l'intérêt de traiter précocement cette pathologie et ensuite essayer d'évaluer le coût économique. Cette coagulopathie, comme décrit sur plusieurs articles, elle est due surtout à une baisse du fibrinogène. Elle est due soit à des fuites, soit à l'hémodilution secondaire à notre intervention pour juguler un choc hémorragique, ou à la consommation par la génération de thrombine ou à l'hyperfibrinolyse. En neurochirurgie, la documentation est de moins en moins fournie. Ce qui est connu par contre et consensuel, pour une bonne neurochirurgie, il faut une hémostase qui est plutôt parfaite, un peu au-dessus par rapport aux autres terrains de chirurgie. Il faut des plaquettes supérieures à 100 000, un taux de prothrombine supérieur à 70%, un TCA inférieur à 1,2 et des fibrinogènes supérieurs à 2 grammes. Ceci est consensuel, mais ne sort pas d'une conférence de consensus bien précise. C'est une attitude pratique sur tous les services de neurochirurgie. Mais ce qui ressort surtout, c'est la rapidité de prise en charge. C'est elle qui améliore en général le pronostic et le devenir du patient. Mais en termes de littérature avec la technologie point of care, le monitorage en délocalisé, en neurochirurgie, la littérature est assez pauvre, mais elle existe. Ce qu'on retrouve, c'est par exemple dans le traumatisé crânien, il existe une hypocoagulabilité et une surmortalité à J30 avec cette coagulabilité, même si l'hémostase est normale dans plus de 75% des cas. Dans l'hémorragie méningée, il est retrouvé au contraire un terrain d'hypercoagulabilité. Ça ne nous intéresse pas trop avec le contrat, mais c'est ce qui a été retrouvé dans le monitorage au lit du patient. En termes de chirurgie tumorale, ce qui est retrouvé, c'est une augmentation des maladies thromboemboliques. Mais au niveau des chirurgies arachidiennes, c'est là où l'impact a été retrouvé sur l'épargne transfusionnelle. Les besoins en termes de culoglobulaires et en termes de produits de plasma frais congelé ont été nettement réduits, mais l'augmentation du fibrinogène est notée. Et en radiologie interventionnelle, ce qui est retrouvé dans la littérature, c'est plutôt une modification de la stratégie de prise en charge des patients dans environ un tiers des cas. Sur le marché, nous retrouvons bien entendu plusieurs dispositifs. Ce qu'il faut noter avec ces dispositifs-là, c'est que c'est des moniteurs de l'hémostase en global. Ça n'évalue pas forcément l'anticoagulation, la fonction plaquettaire ou la fibrinolyse seulement. C'est une vue globale sur la coagulation et la fibrinolyse. Nous avons bien entendu le contrat qui est le dernier venu, mais de par le passé existait déjà le TEG, une mise au point en passant par le TEG 6 et le ROTEM, qui sont largement implantés en Europe ou aux États-Unis. Et nous avons eu la chance d'avoir dans notre service un contrat. Nous l'attendions depuis plus de 4 ans, suite à des problèmes administratifs et puis suite à l'épidémie. Nous l'avons enfin pu en disposer. C'est un dispositif qui est assez facile d'usage. Ça prend moins d'1 minute pour lancer le test, avec enregistrement, prélèvement sanguin sur tube citraté, enregistrement de la cassette, et le tube est lancé. Le sang passe par plusieurs canaux, ensuite est traité par la machine avec une technologie par ultrason, et on obtient un résultat en moins de 15 minutes. Les résultats sont illustrés sous forme de cadran, avec une jauge en verre qui est modifiable suivant nos désirs. On sait très bien qu'en neurochirurgie, le standard est un peu plus élevé par rapport aux autres chirurgies. Les valeurs, il y a un CT qui correspond au temps de coagulation, il y a un CT héparinase pour neutraliser l'héparine circulante, et puis un ratio pour voir s'il y a encore de l'héparine qui circule. Et puis les paramètres qui apparaissent un peu plus tardivement, au bout de 15 minutes, il y a le CS qui reflète la solidité du caillot, et puis 2 paramètres qui en découlent. Le PCS, cette solidité cette rigidité qui est liée aux plaquettes, donc à la fonction plaquettaire, et la rigidité qui est liée aux fibrinogènes activés. Dans la littérature, nous allons retrouver certains articles, certains papiers qui retrouvent une très bonne corrélation entre le taux de plaquettes au laboratoire et le PCS, mais aussi pour le fibrinogène laboratoire et le FCS, avec des taux correspondants. Par exemple, si vous avez un FCS à 1,1, au laboratoire, ça devrait correspondre à un taux à 1,2 g. Et la valeur prédictive négative, elle est très importante, elle est supérieure à 95% pour la thrombopénie, et environ 86% à 90% pour l'hypofibrinogénémie. Il faut bien noter que ça détecte très bien l'hypofibrinogénémie et la thrombopénie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le contrat est différent des tests en laboratoire.
c'est un test qui se fait sur du sang total, tandis qu'au laboratoire, c'est sur du plasma. Les réactifs sont différents et la technologie, elle aussi, est différente. Et c'est un dispositif qui est au lit du patient. Ce n'est pas quelqu'un du laboratoire, mais heureusement, sur notre installation, la machine est raccordée au laboratoire et à tout moment, on peut appeler l'hémostasien et discuter les résultats pour voir si on est bon ou pas. Dans notre service, nous avons donc essayé d'observer l'implantation de la machine et voir si elle a pu modifier notre attitude dans certaines situations qui étaient critiques. Nous avons disposé de la machine à partir du 3 mars. Nous avons fait une étude jusqu'au 7 juillet. Nous avons inclus tous les patients qui ont dû bénéficier d'un test d'hémostase dans le cadre de l'urgence pour le passage au bloc, mais aussi les chirurgies qui se sont un peu mal passées avec une hémorragie inattendue. Un test contrat a été pratiqué en parallèle avec les tests de routine, avec une numération de la formule sanguine, avec un taux de plaquettes, le taux de prothrombine, un TCA et un taux de fibrinogène. Le test a été pratiqué par des médecins seniors formés à pratiquer le test. La machine est implantée en salle de réveil entre les blocs opératoires et les box de soins pour essayer d'avoir une accessibilité assez facile. Et nous avons essayé d'évaluer les besoins transfusionnels, mais surtout le temps entre la réalisation de l'examen et le passage au bloc opératoire. Nous avons donc essayé de fractionner les patients en 3 populations. Une population super urgente, où le pronostic vital est engagé à très court terme, avec une hypertension intracrânienne menaçante, ou par exemple une anisocorie, un engagement cérébral sur la radiologie, ou sur notre examen avec un Doppler transcrânien qui objective des index de pulsatibilité supérieurs à 1,4. Ces patients-là ont directement bénéficié d'un contrat en parallèle d'un test de routine et un passage immédiat au bloc opératoire, sans attendre les résultats. La deuxième population de patients, c'était des patients qui étaient urgents, mais le pronostic vital était engagé sans chirurgie, mais l'hypertension intracrânienne était stabilisée. Sur notre Doppler, nous avions des paramètres qui étaient plus ou moins rassurants. Ces patients-là ont bénéficié d'un test de sanguin de routine, mais pas de contrat. Le contrat a été réalisé seulement s'il y avait eu une dégradation neurologique ou si les tests tardaient trop à apparaître. Et la troisième population, c'est des urgences qui étaient relatives, où le pronostic vital n'était pas engagé à court terme. Ces patients-là ont bénéficié d'un test, mais il est arrivé que parfois, ils se dégradaient sur le plan neurologique, donc contrat avant de passer au bloc, mais aussi, on a craqué aussi sur certains patients, nous l'avons fait par curiosité pour voir, par exemple chez les patients sous AOD, quelle était l'allure du contrat. Alors, pour la transfusion, nous avons suivi un protocole assez rigoureux et strict. Si le traitement anticoagulant ou antiagrégant était connu au préalable et pris par le patient, nous avons antagonisé, sans regarder les résultats du contrat. S'il y avait une hémorragie au bloc opératoire, nous avions quand même transfusé le patient. Mais cette transfusion était guidée par les résultats du contrat. Mais nous n'avons pas transfusé à l'aveugle, juste sur les résultats du contrat. Sur les résultats, on a dû donc pratiquer le test chez environ 82 patients, mais à 88 reprises. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests de suivi après transfusion ou après l'arrivée du patient pour voir l'évolution de sa coagulopathie. Il y a eu donc 66 tests qui ont été pratiqués dans le cadre de l'urgence et 22 sur des chirurgies programmées. Donc il y a eu 22 chirurgies quand même sur 3 mois qui se sont compliquées d'une hémorragie qui était inattendue et donc qui ont nécessité une adaptation de la thérapeutique. Il y a eu 18 patients sous aspirine, 3 sous Plavix et 4 sous anticoagulants oraux. Nous avons essayé d'évaluer la corrélation de nos résultats avec ceux du laboratoire. Donc sur les 88 tests pratiqués, il y a eu une très bonne corrélation entre les tests de laboratoire concernant le FCS pour le taux de fibrinogène contrat et le fibrinogène laboratoire, mais aussi pour le PCS et le taux de plaquettes laboratoire, avec un R qui était analogue à celui qu'on retrouvait dans la littérature et celui fourni par le laboratoire. Donc c'était assez rassurant concernant la corrélation des résultats. Mais nous avons essayé de pousser les résultats un peu plus loin en essayant de comparer les deux techniques. Même si biologiquement parlant et techniquement parlant elles étaient différentes, nous avons essayé de comparer les résultats. Et là, on a pris donc les 88 tests pratiqués, on a pratiqué le modèle Blandet-Altman, et là on retrouve une répartition qui n'est pas très homogène pour tous les résultats pratiqués. Mais ceci englobe les taux de fibrinogène qui étaient normaux, mais aussi les hypofibrinogenémies. Et là on obtient une répartition qui n'est pas très bonne. Par contre, en faisant une sélection plus fine, en prenant les taux de fibrinogène qui étaient malades, c'est-à-dire chez lesquels on se pose la question, faut-il transfuser du fibrinogène ou pas, ou pour les patients ayant des taux de plaquettes. Nous parlerons des plaquettes plus tard. Pour le taux de fibrinogène bas, nous obtenons plutôt une répartition qui est plutôt homogène et assez satisfaisante pour cette machine. Et donc, nous approchons du coup des valeurs prédictives négatives qui étaient très bonnes. Par contre,
Pour le taux de plaquettes, quel que soit le taux, la répartition sur le bloc des Atmal était assez bonne et donc assez rassurante. Concernant le départ au bloc opératoire, nous avons essayé d'évaluer le taux de départ entre l'arrivée du patient et son passage au bloc opératoire. En temps moyen, ce qu'il faut savoir, c'est que pour récupérer un résultat d'hémostase, il faut attendre entre 45 et 80 minutes. C'est énorme pour gérer une urgence. Et le temps de passage au bloc moyen est environ 80 minutes. Ça englobe en fait l'arrivée du patient, son examen, les prélèvements et l'attente des résultats. Ceci dit, les super urgences, les patients qui étaient gravissimes, passaient au bloc directement, sans attendre ce délai-là, par contre sans bilan, ce qui est un danger pour la prise en charge du patient. Mais depuis l'arrivée du contrat à notre niveau, nous avons pu voir que le temps moyen était descendu à 48 minutes. C'est énorme. Et pour les super urgences, on est passé en moyenne à 7 minutes, de l'arrivée du patient jusqu'au passage sur la table opératoire. C'est énorme pour la prise en charge d'un traumatisé crânien grave. Pour les besoins transfusionnels, 20 patients ont été transfusés sur nos 3 mois, 6 pour antagoniser le taux une prise d'aspirine d'antiagrégants et 2 antagonisations pour anticoagulants oraux et antivitamine K. Les 22 chirurgies réglées, pas 12, ont bénéficié de transfusions péri-opératoires. Par contre, nous n'avons pas été en mesure pour dire si nos besoins ont été mieux ciblés ou réduits par rapport à la faiblesse de l'échantillon. En termes de discussion, ce qu'on peut dire, c'est que l'examen est très facile à réaliser. Les résultats sont obtenus assez rapidement. La courbe d'apprentissage est rapide, même si les algorithmes n'existent pas encore. Le gain de temps, cependant, lui, est inestimable, permettant un plaçage de bloc assez rapide, ce qui est un élément clé dans la prise en charge du patient. Les résultats sont fiables et corrélés à ceux du laboratoire et ceux qu'on trouve dans la littérature, mais la transfusion ciblée était rapide. Mais l'épargne sanguine et le coût économique restent encore à évaluer. À l'issue de notre étude, il y a une petite fiche analytique qui est établie dans notre service, nous permettant d'essayer de guider nos démarches transfusionnelles. Par exemple, si vous avez un CT et un CTH qui sont tous les deux supérieurs à 150, ceci serait plus en faveur d'un déficit en facteur de la coagulation. Nous poussons à transfuser soit du PPSB, ou un concentré de facteur de la coagulation, ou du PFZ. Ceci varie selon les équipes. Si vous avez un CTR qui est supérieur à 1,2, ceci voudrait dire qu'il y a une héparine résiduelle. Nous pousserait donc à antagoniser par de la protamine. Si le FCS est inférieur à 1,9, correspondant à un taux inférieur à 2, nous poussons à transfuser du fibrinogène. Pour le taux de plaquettes, un PCS inférieur à 14,1 correspondrait à un taux de plaquettes inférieur à 100 000, nous pousserait donc à transfuser par du taux de plaquettes. Mais ceci dit, dans notre service, comme on l'a dit, on n'a pas transfusé à l'aveugle sur les résultats du contrat, mais en face d'une situation hémorragique avec les résultats du contrat, nous étions orientés vers soit une transfusion de plaquettes ou de fibrinogène. Je vais vous énumérer quelques exemples de prise en charge dans notre service. Nous avons le premier exemple, un patient ayant présenté un accident de vélo, sans casque, ayant présenté sur place un traumatisme crânien grave avec arrêt cardiaque. C'est donc une super urgence. Il est arrivé chez nous en salle de réveil. Nous n'avons pas mesuré le temps incompressible entre le ramassage et l'arrivée chez nous. Nous avons juste mesuré l'arrivée chez nous et le passage au bloc opératoire. Ça a pris 11 minutes. C'est donc très rapide. Un contrat a été fait initialement et vous voyez le résultat, il est assez surprenant avec un CTH et CT assez bas, très bas, pour démontrer en fait l'hypercoagulabilité dès la prise en charge. Le taux de prothrombine et le fibrinogène laboratoire sont arrivés bien après, mais corrélés au moment de la ponction. Vous voyez donc il a un TB qui était à 39% et un fibrinogène à 0,7. Le patient est en hyperconsommation. Il passe donc au bloc opératoire avec une transfusion de 6 PFC et un CUP. Il faut savoir une chose, c'est que les médecins ont transfusé selon leurs connaissances, selon leur feeling en fait, au bloc opératoire. Il n'y a pas eu d'algorithme bien suivi, c'est-à-dire FCS bas, il faut mettre du fibrinogène, CTS bas, pourquoi mettre des facteurs. Donc chacun a transfusé comme il le savait, mais par contre il y a eu un suivi derrière. Un deuxième contrat a été fait après la transfusion et retrouve des paramètres complètement différents, avec un CT et CTH qui sont montés. C'est donc il y a un facteur. On est arrivé, entre guillemets, si on peut le dire, dans la période du shutdown. Le patient a une hypocoagulabilité assez grave, un saignement qui est arrivé à 1 litre, et le bilan de laboratoire, au moment de ce deuxième contrat, monte un TP à 60% et un fibrinogène qui est passé à tragogramme après avoir transfusé du fibrinogène. C'est donc un dispositif qui est assez utile, nous permettant de voir ce qui se passe en péri-opératoire en gérant une situation assez critique. Un deuxième exemple, pour un patient qui était moins grave, mais assez grave sur le plan radiologique,
Nous avons donc un hématome extradural qui a bénéficié d'un contrat à l'arrivée avec un FCS très bas. Et donc le médecin, avec un PCS très bas lui aussi, le médecin a décidé de mettre des plaquettes et du PFC avec par la suite des résultats laboratoires plutôt rassurants et un saignement assez stabilisé avec 400 ml. Un autre patient assez gravissime lui aussi, qui est passé au bloc lui en 30 minutes, avec un patient qui était cirrhotique, qui a présenté un traumatisme crânien grave, ramassé dans le cadre de l'urgence, qui retrouve un bilan sanguin dès le départ avec un TP à 58%, à 40%, TP à 58 un facteur 5 à 40%, mais un PCS et un FCS assez bas. Donc il y a eu juste du PFC et la chirurgie s'est déroulée avec un saignement à 800 ml. Deux diapositives et j'aurais terminé. Un patient qui n'était pas urgent, qui présentait un hématome sous-dural chronique et pas de déficit neurologique, qui était connu comme avec un trouble du rythme sous anticoagulant oral. Un contrat a été fait à son arrivée qui retrouvait un CTH et un CT assez élevés, sans héparine résiduelle, avec un fibrinogène assez limite. Ce patient-là avait un anti-10A qui était à 0,69. C'est donc une question qui se pose. Ces machines peuvent peut-être détecter une prise d'anticoagulants oraux, sans certitude bien entendu. Un deuxième patient qui est assez surprenant. Une chirurgie réglée, d'accord, pose de stent pour un anévrisme endocrinien, patient qui est testé au préalable sensible à l'aspirine et au Plavix, mais par contre un incident péropératoire avec thrombose du stent, avec nécessité de passage immédiat par des P2Y12 IV. Nous avons à notre disposition du Congrelor. On a donc par curiosité fait un test contrat chez lui et on retrouve un PCS normal. C'est surprenant. Par contre, il faut regarder le CT et le CTH. Tous les patients coagulent à un moment donné, mais très tardivement. Donc même sous Congrelor, nous avons une réaction qui est satisfaisante, mais qui arrive très tardivement. C'est un examen qui reste quand même statique, alors que en in vivo, il y a quand même de la dynamique. C'est pour ça qu'on ne coagule pas sous Congrelor dans le corps, mais dans le tube, ça coagulera à un moment donné. En concluant, ce qu'on peut dire, c'est que le concept du monitorage de l'hémostase délocalisée est un concept qui est assez séduisant. La perspective de développement est assez énorme, avec on espère la détection plus précise des anticoagulants et des antiagrégants, et essayer d'établir des protocoles transfusionnels assez précis. Je vous remercie donc. Merci beaucoup Mehdi pour cette présentation et cette mise en perspective. Alors c'est du court terme, hein, c'est des faibles effectifs, mais ça permet quand même de se rendre compte des particularités de cette mise en place sur notre thématique donc de neuroréanimation, neuroanesthésie. Je vais prendre donc un peu de temps pour vous poser à chacun et à chacune des petites questions, et puis vous n'hésitez pas à vous interrompre, hein, on peut lever un débat. Je voudrais commencer par toi Delphine. En fait, donc, il y a des recommandations assez finalement fortes pour l'utilisation de ces outils-là. On a l'impression que dans le cadre de la traumato et dans le cadre en particulier du trauma crânien ou des lésions cérébrales aiguës, ça n'a pas été encore bien implanté. Est-ce que tu as des réponses pour expliquer ce retard? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est européen? Est-ce que c'est partout? Et est-ce que c'est parce que les algorithmes sont difficiles à mettre en place et il n'y a pas encore une grande fiabilité? Ou est-ce que c'est des questions de coût et des difficultés pour les implantations dans nos sites? Alors, je ne connais pas partout. Ce qui donne envie de le faire, c'est que les gens qui l'utilisent couramment ne voudraient pour rien au monde le lâcher. Donc, c'est qu'ils y trouvent dans leurs patients un certain avantage. Il y a très probablement une question de coût. Ça coûte quand même cher ces cassettes. Et puis effectivement, on a envie, quand on a l'algorithme sur le trauma, là vous avez montré vos cassettes avec des cassettes éparinées. On ne sait pas s'il faut prendre celle-là ou celle qui voit la fibrinolyse sur un trauma. Donc il faut déjà les deux cassettes dans sa machine. Ça a un certain coût. Il faut que tout le monde soit d'accord dans le CHU. Et c'est, à mon avis, extrêmement dangereux de mettre ça en place quand on n'est que clinicien. Il faut vraiment, comme tu l'as dit, faire en lien avec les hémobiologistes. Et parfois, il y a certains endroits où les hémobiologistes veulent garder un territoire, ou à l'inverse, les cliniciens qui veulent surtout travailler dans leur coin. Donc déjà, il faut travailler ensemble, c'est pas facile, ça coûte un petit peu cher, et surtout, les preuves d'un bénéfice pour le patient restent trop pauvres. Oui, c'est sûr. C'est les preuves de corriger des courbes, mais corriger des courbes, c'est très très insatisfaisant. Donc on pensait vraiment qu'avec e-tactique, ça allait sortir, mais non. Mais ce qui donne vraiment envie de le faire, c'est qu'effectivement c'est rapide, effectivement c'est facile, et que les gens qui l'utilisent régulièrement, ils ont l'impression d'avoir un bénéfice. Donc ça fait très envie.
Alors c'est vrai que la question du temps est quelque chose qui est difficile à quantifier en argent. Hein. C'est sûr que nous, quand on gagne 10 minutes, on a l'impression qu'on a gagné la vie du patient. Et en revanche, en médico-éco, ça ne sort pas forcément. Mais ça même, et puis excuse-moi, Ouais, vas-y. si ça peut entraîner une épargne sanguine aussi. Exactement. C'est quand même majeur, parce que hors du coup, il y a quand même un don du sang qui est rare, on cherche du sang partout, et ça reste compliqué. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est de rebondir sur l'étude de Gonzalez que tu as présentée. Donc on voit quand même que il y a quasiment une mise en évidence de la toxicité de la transfusion, en tout cas la toxicité du délai à la transfusion aussi. Est-ce que là-dessus on a des arguments pour justement nous donner ces informations grâce à ces outils-là? Est-ce qu'on peut éviter par ces intermédiaires-là à la fois la quantité de transfusion, ou est-ce qu'en pratique c'est juste on-off, les patients sont transfusés ou non transfusés? Est-ce qu'on diminue la quantité par patient ou est-ce que c'est juste la mise en place de la transfusion qui pourrait être diminuée par l'outil dans vos pratiques? Comment vous le voyez? Est-ce qu'on diminue pour chaque patient la quantité ou est-ce qu'on diminue l'accès à la transfusion pour chaque patient? Ce qui revient dans la littérature, c'est qu'on transfuse mieux ce dont le patient a besoin. On pourrait en déduire, du coup, on transfuserait peut-être moins, mais ce n'est pas encore certain. Une autre question à propos des interfaces avec les autres critères, est-ce que l'acidose, la dilution, la température peuvent, alors c'est peut-être toi qui pourrais nous répondre Corinne, est-ce que ça pourrait modifier le résultat au point qu'il ne soit pas interprétable? On sait que nos patients sont parfois très hypothermes, un peu acides, très dilués. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans des situations où finalement on a une non-interprétation de ces résultats dans ce contexte très particulier du trauma lourd avec toutes ses conséquences? Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre. Ce que je peux dire, c'est que tous les tests, que ce soit au laboratoire central ou en délocalisé, sont réalisés à 37 degrés. Donc effectivement, quand vous avez des patients hypothermes, il y a des choses probablement qu'on ne voit pas avec ces tests-là. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en avoir conscience. L'ancien Rotem, on pouvait monitorer la température et faire un ajustement. Ajuster la température du patient et envoyer, j'avais fait une étude dessus, pour des patients qui étaient inférieurs à 33, il y avait quasiment 30%, ce qu'on sait, mais on pouvait vraiment... Et c'était un des avantages, maintenant on ne peut plus. Et puis, alors c'est sur du sang total, mais sur des tubes citratés, donc on ne voit pas l'effet du calcium non plus, des hypocalcémies qui sont quand même très fréquentes dans le trauma. Donc il y a là aussi des choses que ces techniques ne voient pas. Ce profil shutdown que tu nous as présenté, qui est un profil quand même assez important et intéressant, on voit bien en plus qu'il y a un effet temps qui est hyper violent, donc il faut aller très vite à la compréhension de l'hémostase du patient. Est-ce que on est capable maintenant de se dire, en fonction de la charge lésionnelle intracrânienne et de l'AIS, on va comprendre un peu les profils et les sous-groupes de patients, ou est-ce qu'en fait il faut doser pour comprendre quel patient rentre dans tel profil? Mais déjà, on ne sait pas si ce profil il est physiologique ou physiopathologique. D'accord, ça j'ai compris. Donc, est-ce qu'on du coup, il faudrait plutôt mettre... On sait qu'il y a une très forte, et il faut plutôt mettre de l'acide tranexamique ou plutôt des antiagrégants. Donc on ne sait pas bien. Est-ce qu'on peut prédire ce profil-là ou il faut doser? Il n'y a pas de papier qui sortent. Il est montré qu'il y avait d'autant plus ça, plus on était shutdown, plus il y avait une dysfonction plaquettaire. C'était d'autant plus important qu'il y avait des traumatismes crâniens pénétrants. Plus le score AIS aussi. Donc ça sort chez les pénétrants et ça sort avec un AIS crâne grave, oui. Okay. C'est que ce profil shutdown avec une dysfonction plaquettaire. Okay. Est-ce qu'il faut en faire? On ne sait pas. Et est-ce qu'il faut transfuser des plaquettes? Avec l'étude Patch, on a quand même été assez refroidi. Et par contre, on sait qu'à l'inverse, transfuser tout le monde en facteur et en plaquettes, ça c'est nocif. J'ai une petite question, parce que les plaquettes contiennent du PAI-1, est-ce que c'est pas, en fait, du coup, le shutdown, il n'est pas en partie la résultante d'une dysfonction plaquettaire ou du fait que les plaquettes aient été activées, relarguées d'un inhibiteur de la fibrinolyse et que du coup... il y aurait une cause et une conséquence, quoi. Alors, il y a un très beau papier je ne sais plus de qui d'ailleurs, qui montre vraiment, dans ces traumatisés graves, l'influence de la transfusion plaquettaire sur la coagulopathie. On voit que sur les tests de coagulation classiques et sur les tests anti-agrégants plaquettaires, la transfusion plaquette ne restaure absolument pas une fonction plaquettaire normale. Par contre, ça joue sur la fibrinolyse et ça diminue la fibrinolyse parce que les plaquettes contiennent du PAI1 justement et ces inhibiteurs de la lyse. Et donc il y a un effet antifibrinolytique à la transfusion plaquettaire. Ok. Merci beaucoup à vous trois. Franchement, super sympa. On voit que c'est un outil facile,
sa mise en place et l'algorithme n'est pas encore si simple que ça, mais ceux qui l'utilisent en tout cas en sont satisfaits. On ne sait pas exactement pourquoi, probablement pour des questions de temps et surtout de vision du patient. Et en fait, je pense que c'est cette interactivité entre le patient, sa biologie et la clinique qui finalement est séduisante pour le clinicien. Et puis, pour conclure, je dirais que de plus en plus, la neuroréa va vers l'hémato, on le voit bien, entre l'inflammation, l'hémostase, en fait, des mondes qui vont continuer de discuter ensemble. Et donc, on a besoin de créer des interactions fortes avec nos collègues d'hémostase. Et ça, je pense que c'est aussi un point très important pour améliorer le pronostic de nos patients. Merci beaucoup à vous tous. Et donc, on va pouvoir passer à la suite du congrès. À bientôt. Au revoir. Au revoir.